Notre invité, Henri Emmanuelli, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va. Vous êtes de bonne humeur ce matin ou pas, Henri Emmanuelli? Je suis d'humeur égale. J'ai passé une bonne nuit. Vous avez passé une bonne nuit, député. Mais je suis déprimé de ce qui s'est passé dimanche dernier quand même. Oui, hein. bah ça j'imagine, député socialiste des Landes, dans votre département. Ouais. Vous avez pris une vraie dérouillée, sauf à Dax et dans sa banlieue, enfin dans l'agglomération. C'est pas une claque qu'on a pris, c'est un coup de poing dans la figure. Ah oui, parce que au-delà des 155 villes, il y a ce qu'on ne voit pas, il y a tous les chefs-lieux. Cette fois-ci, on nous a un peu arraché la terre des semelles, quoi. Oui. Henri Emmanuelli, ancien ministre du budget notamment, député socialiste, on dit que vous êtes le leader moral de l'aile gauche du PS. Alors, le choix de Manuel Valls, Premier ministre, un bon choix ou un mauvais choix? Moi, c'est pas le choix que j'aurais fait, ça ne vous surprendra pas. Non. Tout simplement parce que j'estime qu'après ce qui s'est passé, pas une question de personne, même si les personnes existent. Hein. Oui. Mais après ce qui s'est passé, la bonne réponse, c'est pas un coup de barre à droite. On nous a annoncé il y a quelques mois, grand fracas, le grand virage social-démocrate. Ben oui, ça y est, on y est, en plein. Ben on a eu la réponse quand même, hein, du grand virage social-démocrate. Sauf que rien n'a été appliqué du virage social-démocrate. J'ai pas eu l'impression que ça faisait revenir la Henri gauche Emmanuelli, aux urnes. Mais attendez, vous n'allez pas ce matin déjà condamner Manuel Valls avant même qu'il ait pris ses fonctions de Premier ministre. Mais à ce stade, moi j'ai prévenu le chef de l'État que... Qu'est-ce que vous lui avez dit? J'ai prévenu que mon vote pour la confiance n'était pas acquis. C'est-à-dire que ce matin, vous dites, il n'est pas du tout certain que je vote la confiance au gouvernement, au nouveau gouvernement. Exactement, je dis ça. Et parce que je viens de vous expliquer pourquoi je ne suis pas persuadé que la réponse à ce qui s'est passé sur le terrain électoral soit un coup de barre à droite. Moi, je pense que nous avons à reconquérir l'électorat de gauche et surtout essayer de mettre fin aux divisions. Parce que dans la défaite, il y a eu évidemment le mécontentement. Mais il y a eu aussi beaucoup de divisions avec un parti qui s'est révélé incapable, n'est-ce pas, d'assurer la moindre discipline sur le territoire. Quand je dis discipline, on se comprend, hein. Oui. Le parti, c'est pas une caserne. Oui. Mais c'est quand même c'est son rôle de veiller au rassemblement de la gauche, d'avoir des discussions régulières. Parti, c'est un organe de réflexion collective aussi. Et là, on nous l'a transformé en parc à moutons. C'est-à-dire parc à moutons. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de débat sur l'orientation, il n'y a pas de débat sur les institutions. Du débat sur l'Europe, il est passé totalement inaperçu. Donc, entre parenthèses, et je le dis entre parenthèses, je pense que le premier secrétaire du Parti Socialiste devrait se poser des questions. C'est-à-dire? Je lui rappelle que moi, lorsque j'étais en situation que j'estimais que ma présence à la tête du parti pouvait poser problème, j'ai démissionné. Oui. Vous n'êtes donc pas prêt, vous le dites ce matin, à voter la confiance à ce gouvernement? Non. À ce stade, non. À ce stade, non. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas prêt à voter cette confiance? Je parlerai de Manuel Valls après. Je viens de vous le dire 2 fois. Mais moi j'ai envie de savoir un peu plus. Parce que j'estime qu'un coup de barre à droite... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pacte de responsabilité, vous n'en voulez pas? Le pacte de responsabilité, j'en veux, à condition qu'il soit concentré sur l'investissement. Moi, j'ai entendu pacte de ceci, pacte de cela. Maintenant, il y a le pacte de solidarité aussi. Depuis le début, je dis que nous avons un problème majeur dans ce pays. Et ce problème majeur, c'est pas la dette. La dette, elle est importante et il faut essayer de la résorber. Mais on ne la résorbera pas sans croissance. Et si on veut retrouver de la croissance, ce qu'il faut booster, ce qu'il faut aider, c'est l'investissement industriel. Parce que le premier problème que nous avons, c'est l'affaissement de notre appareil industriel. Baisser les charges des entreprises, c'est pourquoi? Les charges, ça veut rien dire. J'ai dit l'investissement. Parce que si vous baissez les charges et qu'à côté de ça, on distribue des dividendes, vous avez fait jouer le violon, mais vous n'avez pas eu la musique. Vous avez entendu le président de la République hier. Je l'ai entendu. Vous l'avez compris? Je l'ai entendu. Bien sûr que je comprends ce qu'il dit quand même. On parle la même langue. Oui. Alors, il a parlé de pacte de responsabilité assorti d'un pacte de solidarité pour baisser les charges payées par les salariés, les cotisations. Je ne suis pas d'accord avec ces approches globales. Quand il y a eu le CICE, j'ai dit, et je maintiens, qu'il fallait concentrer l'aide sur le secteur industriel. Lorsque je vois aujourd'hui la Poste encaisser 350 millions au titre du CICE, ou même l'établissement public de la Caisse des dépôts et consignations, ouvrir une ligne pour dire CICE, des charges, c'est pas ça le problème de la France. C'est l'appareil industriel qui atteint un seuil critique. Vous voulez dire quoi? L'industrie, ça distribue des salaires beaucoup plus importants que ceux des services
qui emploie beaucoup de main-d'œuvre. L'industrie, ça finance la recherche. L'industrie, c'est la bataille de l'avant. Je le dis depuis 1995. Résultat, nous sommes aujourd'hui à un seuil critique. Oui, mais Henri-Emmanuel, oui, ça veut dire que les choix... le sujet. Oui, non, mais ça veut dire que les choix faits par François Hollande ne sont pas les bons choix, alors. Ils sont à moitié les bons choix parce que ça va un peu à l'industrie, mais c'est pas concentré sur l'industrie. Même chose avec le pacte aujourd'hui de compétitivité. Oui. Moi, je suis pour qu'on concentre l'aide sur l'investissement. Oui. C'est-à-dire en permettant aux entreprises qui investissent de déduire au maximum et à celles qui n'ont pas de bénéfices d'avoir un crédit impôt recherche. Mais je ne suis pas pour une approche globale qui n'est pas une approche technique, qui est une approche politique. Donc, vous n'êtes pas satisfait des derniers choix de François Hollande? Est-ce que vous êtes satisfait qu'il soit plus concentré sur l'objectif? Bon. Donc vous n'êtes pas satisfait. Il y a depuis le début un problème. Bon. C'est la bonne réponse, le choix de Manuel Valls, au problème politique posé ou pas? Nous avions une dette qu'il fallait la résoudre, ok. Oui. Mais dire en même temps, on va diminuer la dette, et puis on va faire baisser le chômage, oui. Ben ça marche pas. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de croissance. Henri-Emmanuel, ça fait 30 ans qu'on creuse la dette. Vous avez été ministre du budget, vous avez creusé la dette aussi. Oui, moi, à une époque, je suis arrivé, il était à 180, je l'ai redescendu à 130, mais c'était des milliards, et c'était des francs, c'était une PKD à côté d'aujourd'hui. J'ai aussi créé l'impôt. Le crédit impôt recherche, hein, quand même. Oui, bon, non mais d'accord. Voilà. Mais n'empêche que c'était pas le problème, l'endettement, il y a 20 ou 30 ans. L'endettement n'est pas une bonne chose. Oui. Mais je surveille tous les jours le taux de l'endettement. Oui. Dans mes fonctions de bon. Et aujourd'hui, on a de très bons taux. Donc quand j'entends, y compris ce matin, sur cette télé, qu'il fallait faire très attention au marché, oui. Les marchés, ils ont l'air très rassurés. Le taux baisse depuis pratiquement 4 mois. On est aujourd'hui à près de 2, on était à 2,55 il y a 4 ou 5 mois. Donc faut arrêter cette espèce d'obsession, n'est-ce pas, des marchés. Les marchés ne sont pas fous. Les marchés savent que s'il n'y a pas de croissance, on aura du mal à rembourser nos dettes. Et c'est pour ça que quand en Italie, on annonce 90 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, ben le taux italien, il monte pas, il baisse. Alors on nous dit l'Italie n'a que 2,5 de déficit. Oui. Oui, mais elle a 130% du PIB de dette. Bon, tout ça n'est pas sérieux. Pas plus d'ailleurs que les 3 ou 4%. Mais non, qui a inventé les 3% alors, donc, plutôt que 4? C'est pas sérieux. Donc la politique conduite par François Hollande n'est pas sérieuse. Les commentaires ne sont pas sérieux. Ah bah d'accord. Bon, Emmanuel Valls. Bourdin. Emmanuel Valls. Il y revient. Oui, vous le trouvez comment, Manuel Valls? Ah ben moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Il a toujours représenté au sein du Parti Socialiste, puisqu'il paraît que moi je suis l'aile gauche. Remise en cause des 35 heures. Vous voulez remettre en cause des 35 heures. Puisqu'il paraît que je représente l'aile gauche et que tout oiseau pour voler doit avoir 2 ailes, n'est-ce pas, et pas une seule. Bah lui, c'était plutôt l'aile droite. Voilà. Oui, ancien rocardien. Oui, ancien, mais qui incarne la gauche libérale, social-libérale. N'est-ce pas la gauche maintenant, la gauche moderne, Henri-Emmanuel? Oui, mais la modernité, monsieur Bourdin, je prends ça avec beaucoup de précaution. Ah bon? Parce que souvent c'est un mot creux qui ne veut rien dire. Oui. Il a l'étoffe, mais je ne rentrerai pas dans les qualificatifs sur la personne, ce serait malvenu. Il voulait déverrouiller les 35 heures, imposer la TVA sociale. Moi je me souviens, hein. Vous vous souvenez de tout cela? Oui, je me souviens. Bon. J'ai pas encore tout à fait perdu la mémoire, un peu, mais pas trop. Et son bilan en tant que ministre de l'Intérieur, vous le trouvez comment? Moi, je pense que la sécurité est un sujet très difficile. Je pense qu'il a fait son boulot. Voilà. Vous voulez même changer le nom? Je remarque que dans ce pays, on parle beaucoup de sécurité quand on n'est pas capable de parler d'emploi. On se dévie, là. Alors, il y a un problème de sécurité dans certaines zones. C'est pas tout à fait le cas chez moi, mais je reconnais que dans certaines zones, il y a un vrai problème. Il n'est pas facile à traiter, donc je porterai pas de jugement de valeur sur ce qui a été fait ou pas fait. Donc pour vous, c'est un choix par défaut? C'est un choix politique que j'ai du mal à comprendre après ce que nous venons de vivre. Et parce que, je répète, que la division de la gauche compte au moins pour moitié dans le désastre que nous avons vécu dimanche dernier. En tout cas, c'est le cas chez moi. Bon, est-ce que la nomination de Manuel Valls pourrait diviser encore un peu plus la gauche? C'est le risque. J'ai pas eu l'impression d'avoir la réaction, par exemple, des ministres écologiques, que ça allait être un signal de rassemblement, non.
Oui, les ministres écologiques qui ont quitté, qui ont dit qu'ils ne participeraient pas à un gouvernement Valls. Je suis pas sûr que la gauche du PS non plus se soit très bien accueillie, mais enfin ça c'est un autre sujet. Est-ce que vous pensez qu'une partie des députés de gauche seront prêts à comme vous, prêts comme vous à ne pas voter la confiance à ce gouvernement? Au moment où nous parlons, il y a un certain nombre de députés, alors combien sont-ils, j'en sais rien. Oui. Et moi je vais pas faire de la retarde là-dessus. Vous avez discuté avec eux. Mais je pense qu'ils sont... Vous avez discuté avec eux? Non pas de voter contre, parce que là, c'est passé dans l'opposition, oui, mais de s'abstenir par respect pour le président de la République. Vous vous abstenez, donc. Oui. Mais j'ai prévenu. Ça ne sera pas une surprise. J'ai prévenu le chef de l'État. Et vous l'avez prévenu? Je l'ai prévenu avant, quand même. Vous lui avez dit, je m'abstiendrai. Oui, oui. Je ne voterai pas cette confiance. Oui. Bon. Dites-moi, le quinquennat menace de virer à la tragédie. J'ai lu ça dans Le Monde hier. C'est pas un peu excessif, non, franchement? Oui, c'est un peu excessif, oui. Mais bon, mais ça, c'est un écart de plume. Oui. Vous écrivez, vous savez ce que c'est, des fois seul devant sa feuille, on s'échauffe tout seul. Oui. Bon. Mais le président de la République vous semble bien gérer les choses ou être un peu perdu? Parce que beaucoup disent, on ne le voit pas décider, bon, on lui a imposé, Manuel Valls, ce sont les événements qui lui ont imposé Manuel Valls. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'orientation qui, à mon avis, n'est pas la bonne. Depuis le départ, on veut concilier deux objectifs contradictoires. Inverser la courbe du chômage et diminuer la dette. Il fallait mieux choisir entre les deux objectifs, quoi. Et le résultat, c'est qu'on n'a pas de baisse du chômage. On nous a même annoncé 35 000 chômeurs de plus entre les deux tours, ce qui n'a pas arrangé le deuxième tour. Bon. Oui, ça c'est sûr. Parce que on n'a jamais vu de la croissance dans un pays où on pratique la contraction budgétaire ou la diminution de la dépense publique. Donc il faudrait choisir clairement l'objectif qui est prioritaire. La deuxième raison, ça a été la méthode de gouvernance quand même. On a assisté pendant 2 ans un certain désordre, je dirais, dans l'appareil gouvernemental. Alors il y avait à la fois, pour certains, le manque d'expérience, l'apprentissage, pour d'autres, un manque de coordination évident. Quel conseil donneriez-vous justement au nouveau Premier ministre ce matin, dans la composition, il est en train de travailler à la composition de son gouvernement? De faire très attention à son directeur de cabinet. Oui. Parce que c'est lui le coordinateur après. Premier conseil. Dans le quotidien. Et dans le choix des ministres? Le choix des ministres, non, moi je rentre pas là-dedans. Ils sont tous parfaits, ils sont tous exceptionnels, ils sont tous extraordinaires. Et un ministre, ça s'use vite. Ça s'use vite. L'objectif, c'est de redonner de la force à notre économie, nous a dit hier le président de la République. Est-ce que vous pensez que les Français le croient encore? Oui, non mais ça j'ai compris, mais est-ce que vous pensez que les Français le croient encore? Vous avez compris, mais franchement. Répétez ça tous les matins, non mais peut-être, non mais d'accord, mais il n'y a pas que l'industrie non plus, il y a d'autres pans de notre économie. Mais monsieur Bourdin, une économie, si on compare à un corps humain, l'industrie, c'est le squelette. Non mais d'accord, mais est-ce qu'il faut baisser les impôts, par exemple, payés par les entreprises? Écoutez, il y a une réforme fiscale qui est en cours, apparemment. Je vous répète que si c'est pour distribuer des dividendes, est-ce que vous savez que depuis 1999 jusqu'à 2009 ou 2010, sur cette séquence-là, en Allemagne, les dividendes ont diminué de 50%, de 8%. En France, ils ont augmenté de 50%. Il faut dire que l'État a donné le mauvais exemple, d'ailleurs. Il a exigé de ces entreprises qu'elles distribuent beaucoup de dividendes. Mais c'est un résumé assez étonnant. J'oublie les très grandes entreprises qui distribuent des dividendes. Je pense aux PME, aux petites, aux TPE, aux TPE. Comment faire pour leur permettre d'investir, comme vous dites, et d'embaucher? Et comment on les aide? Je vous ai dit, moi je suis tout à fait favorable à ce qu'on ait de l'investissement, mais pas la distribution de dividendes. En modifiant le régime d'amortissement, en créant un crédit d'investissement pour ceux qui sont en déficit. Oui, c'est pas compliqué. En leur donnant de la trésorerie. En faisant attention à leur trésorerie, parce que aujourd'hui le système bancaire leur boucle le système bancaire nous dit non, je fais du crédit. Alors c'est vrai que les volumes globaux, c'est correct, mais là-dedans, c'est beaucoup pour les grandes entreprises et pas beaucoup pour les PME. Et surtout, dans le crédit,
C'est le crédit trésorerie qui est bouclé en premier. Pourquoi? Parce que c'est le plus risqué. Donc c'est à ça qu'il faut être attentif. Alors, si j'ai bien compris, vous vous abstenez, mais vous ne portez pas de procès d'intention ce matin à l'encontre de Manuel Valls, non, même si pour la gauche, n'est-ce pas quand même une révolution culturelle? Oui, enfin, vous appelez ça une révolution, une contre-révolution? Moi, je ne sais pas. Oui, moi non plus. J'ai jamais été révolutionnaire, moi, contrairement à la légende. Oui. Les révolutions, c'était dans des siècles où nous n'étions pas nés. Oui. Ouais. Et l'Europe? Ni vous, ni moi. Oui. Et l'Europe? Vous vous souvenez que Manuel Valls était partisan du non à la Constitution européenne? Ah, c'est plus compliqué. Il a été pour le non, pour le oui, puis non, il a été pour le non, pour le oui, puis pour le non, puis pour le oui. Oui. En 3 mois. Oui. Ça veut dire quoi? Mais rien, ça veut dire quoi, ça? C'est un descriptif de la réalité, puisque vous en parlez. Ben oui. Et l'Europe, alors? Alors, l'Europe. Moi, je pense que l'Europe se trompe. Vous avez vu d'abord sur le plan de la crise monétaire, Monsieur Trichet nous a embourbés, nous a coûté des dizaines de milliards d'euros jusqu'à ce que Monsieur Draghi arrive, parle et que les taux baissent. Il suffisait que le président de la BCE parle. Là aujourd'hui, si l'Europe émettait des eurobonds, moi je peux vous dire que même si c'est 100 milliards d'euros, ils seront couverts dans la matinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe, parce qu'elle se refuse à avoir un vrai budget, parce qu'elle se refuse à pratiquer l'emprunt, se prive de ressources évidentes pour soutenir la croissance. Voilà ce que ça veut dire. Parce que nous avons à Bruxelles des gens, et là, je marque un temps d'arrêt. Allez-y. Qui nous regardent faire la police en Afrique, enfin la police, c'est même pas le mot qui convient, éviter un génocide en Afrique, ne sont pas capables de nous aider avec un seul soldat, mais qui en même temps nous mettent au piquet sur le plan budgétaire. Là, je trouve que ça fait beaucoup. La moutarde, là, je sais pas comment donner ça un fait petit peu là. Beaucoup. Oui. Ça fait beaucoup. Cette France sous surveillance. Je trouve ça inadmissible. Ça vous exaspère, ça J'aurais vous préféré énerve, que l'Europe nous aide et financièrement et militairement. Malheureusement, elle en est incapable. Tout ce qu'elle est capable, c'est de faire une espèce de police orthodoxe, parce qu'entre nous, Monsieur Bourdin, si je vous demande pourquoi 3% c'est correct et 4% c'est un désastre, qu'est-ce que vous me répondez? Bon, vous n'êtes pas là pour répondre. Non, c'est pas mon boulot. Moi, je suis là pour poser des questions. Mais justement, hier encore, François Hollande nous a dit on est là, il faut pousser l'Europe à agir autrement. Il faut la pousser. Il faut la pousser. Oui, mais quel moyen a-t-il, François Hollande? Vous croyez que depuis 2 ans, il a fait changer d'un iota la politique conduite par Madame Merkel ou pas? Ne criez pas si fort. Vous me faites peur. Non, mais n'ayez pas peur, Je m'engage parce que... Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous dire, depuis que l'Europe est à 28, on le sait, elle est ingouvernable. Oui. Enfin, c'est très difficile. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'en Europe, on ne peut rien faire sans un des 4 grands pays. Ni sans l'Allemagne, ni sans la France, ni sans la Grande-Bretagne, ni sans l'Italie. Donc, quand on va à Bruxelles, il faut y aller avec détermination. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on n'y est pas allé avec détermination? Moi, mais c'est peut-être une question de tempérament, je serai de temps à autre pour brandir la menace quand même. Mais c'est-à-dire? Un peu ça va, mais trop, c'est trop. Quelle menace doit-on brandir? Mais au Conseil des ministres, j'y ai assisté, au Conseil des ministres européens, j'y ai assisté plusieurs fois. Conseil budgétaire, en plus, le plus ennuyeux, le plus long. Bon, la France existe, quoi. Quand la France dit non... Aujourd'hui, la France doit taper sur la table. C'est difficile de passer par-dessus. Alors aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'avant, parce qu'à l'époque, il y avait 10 pays, maintenant il y en a 28. Oui. Mais je pense qu'on ne peut pas passer par-dessus la France si elle pose des jalons sérieux. Nous avons une méthode à Bruxelles qui m'a toujours étonné. C'est pas d'aujourd'hui et ça date pas de ce président. Mais on commence par dire, on veut un compromis. À partir de là, les choses sont dites. Puisque ceux que vous allez affronter savent que vous voulez un compromis. Donc ils attendent, n'est-ce pas, que vous le fassiez. Merci Henri Emmanuelli, 8h55, vous êtes sur RMC et BFM TV.